Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette émission économique sur LCM où on va parler de l'emploi et de l'insertion. Dans une ville comme Marseille, les deux mots sont vraiment intimement liés. Il faut absolument développer les politiques de l'insertion pour permettre à une grande partie de la population marseillaise de trouver un emploi. Alors nous allons en parler avec Madame Sabine Bernasconi qui est la présidente du PLI, le plan local d'insertion par l'activité économique. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous êtes également bien sûr maire du premier secteur de Marseille, c'est-à-dire les 1er et 7e arrondissements. Et puis nous avons également deux chefs d'entreprise qui sont avec nous. Monsieur Éric Gardet, qui est directeur régional éducation pour Sodexo, et Paulo Rodriguez, qui est le directeur de l'agence Euroméditerranée d'Honnête. Alors, nous avons intitulé cette émission « Convention pour l'insertion », puisque parmi d'autres chefs d'entreprise, vous avez signé avec le PLI des conventions. Donc on va peut-être revenir d'abord, Sabine Bernasconi, sur la nécessité de développer l'insertion et sur ce qu'est un parcours d'insertion. Pourquoi finalement est-on obligé de signer des conventions? Pourquoi y a-t-il des clauses d'insertion dans les marchés publics? C'est parce que c'est pas si évident que ça aujourd'hui d'insérer des gens éloignés de l'emploi dans des dispositifs qui vont leur permettre de prendre pied dans la vie active ou de reprendre pied dans la vie active. Oui, c'est ça l'originalité du PLI, qui est un programme, on le sait, d'accompagnement vers l'emploi, donc qui aide les demandeurs d'emploi les plus en difficulté à décrocher leur poste, parce que c'est bien ça le but ultime. Et tout ça, ça ne peut se faire que si nous sommes partenaires d'entreprises. Et les entreprises, eh bien, avec le PLI, nous avons souhaité qu'elles n'arrivent pas au bout du processus et qu'elles soient engagées tout au long du processus. Tout au long du processus, ça veut dire que les demandeurs d'emploi sont en lien avec des entreprises dès qu'ils ont choisi, avec leur accompagnateur à l'emploi, le métier qu'ils voudraient exercer ou qu'ils peuvent exercer. Donc, par exemple, avec Honnête ou avec la Sodexo, nous connaissons bien les postes. Nous travaillons depuis maintenant plusieurs années. Il y a des formations, des personnes par exemple souhaitent travailler dans le nettoyage. Eh bien, travailler dans le nettoyage, c'est aussi, avant de postuler, pouvoir apprendre à se présenter, pouvoir apprendre à connaître l'entreprise, savoir ce que cette entreprise elle va attendre de vous. Si vous arrivez à un entretien pour nettoyage et que vous avez des tâches énormes sur votre t-shirt, c'est peut-être des choses auxquelles on ne pense pas, mais ça ne peut pas coller. Il faut arriver avec aussi donc savoir-être, savoir-faire, oui, tout compte. Ce qu'on appelle maintenant les habilités, donc plus peut-être que la formation ou les diplômes éventuels, et avec parfois des gens qui justement n'ont peut-être pas aussi ces formations ou ces diplômes. Alors ce qui est intéressant et parfois méconnu dans le dispositif, c'est que le passage, donc on donnera des exemples par des entreprises comme Sodexo, Honnête, mais il y a aussi des entreprises de plus petite taille qui sont dans les dispositifs d'insertion. C'est pas tellement pour que ces entreprises embauchent entre guillemets définitivement les personnes, c'est pour qu'elles leur fassent faire un parcours qui les amènera après vers éventuellement d'autres entreprises. C'est vraiment un sas là au départ. Alors, oui, les entreprises aident tout le long du parcours, mais nous, quand même, au PLI, nous aimons bien qu'elles les recrutent aussi. D'accord. C'est pour ça que nous avons souhaité... Il peut y avoir une finalité de recrutement aussi. Oui, bien sûr, c'est le but ultime. Alors, parfois, pas dans la même entreprise. Par exemple, un chef d'entreprise ou des bénévoles salariés d'entreprise qui viennent aider les demandeurs d'emploi tout le long du parcours, peut-être vont les aider à bien se présenter lors d'un entretien qui correspond à une autre entreprise. Ça compte, mais on aime bien qu'à la fin du parcours, quand même, les entreprises qui nous aident par convention, que ce soit dans le service à domicile, dans la sécurité, service à la personne, la restauration collective, le nettoyage, vous voyez, tous les secteurs d'activité sur lesquels nous sommes très présents parce que nous aidons des personnes qui n'ont pas beaucoup de qualifications, c'est surtout sur ces métiers-là au départ que nous pouvons les orienter, où c'est réaliste de savoir que l'on va pouvoir aboutir, parce qu'il faut chercher, quand on est demandeur d'emploi, un poste là où on est quasi certain de pouvoir le décrocher, ce poste. Si on veut devenir secrétaire et qu'on est très très loin de savoir se servir d'un ordinateur, ça ne peut pas coller. Et souvent, ces décalages-là forment la problématique que nous partageons tous. Et vous savez, beaucoup d'offres d'emploi, mais beaucoup de demandeurs d'emploi, et ils se rejoignent. Ils n'arrivent pas à se rejoindre. Quel est le rôle concret des équipes du PLI? Donc on voit bien que les chefs d'entreprise vont accueillir ces personnes dans leur société, les former, éventuellement donc les recruter entre guillemets définitivement. Mais vous, quel est votre rôle pendant ce parcours-là, ou le rôle de vos équipes? C'est la coordination de toutes ces étapes. La personne arrive, il faut choisir avec elle un métier qui soit réaliste, qui puisse être adapté à la personne
par rapport à son potentiel de formation, qui soit validé par une présence en l'entreprise. Donc ces personnes sont accueillies dès le début du parcours dans une entreprise pour être bien sûr que c'est ce métier-là sur lesquels elles vont se diriger, pour apprendre les contraintes aussi de leur choix sur place et non décrites par quelqu'un. Tout se fait, on apprend sur le tas. Voilà. Et après la formation, c'est moins difficile. Le savoir-être et être sûr de son choix, c'est aussi être allé un peu toucher du doigt dans l'entreprise ce qui s'y passe. Bon, alors Éric Gardet, vous êtes directeur régional éducation de Sodexo. Alors pourquoi on dit éducation? Parce que Sodexo, qui est un grand groupe en fait de services aujourd'hui, est connu pour la restauration collective, mais dans différents milieux. Ça peut être l'éducation, comme ça peut être l'hôpital, comme ça peut être l'entreprise, comme ça peut être l'armée. Donc vous, c'est la partie éducation. Absolument. Oui. Et aujourd'hui, donc, vous embauchez des personnes qui ont cette caractéristique, on va dire, d'avoir été éloignées de l'emploi pendant un certain temps. On a vu les chiffres du chômage ces derniers temps. Ce qui est très dur aujourd'hui, c'est d'avoir quitté le monde du travail pendant 1 an, 2 ans. Et c'est là où on voit qu'il y a de plus en plus de difficultés à revenir sur ce marché du travail. Pourquoi vous consacrez du temps à cette démarche-là? Si je suis très, très direct avec vous. Vous avez raison d'être direct. La première chose, en fait, c'est que l'ADN même de Sodexo, c'est de s'intégrer dans les territoires dans lesquels elle opère des activités. Dans tous les endroits, notre volonté est de participer à l'économie locale. Et je dirais qu'à Marseille, plus qu'ailleurs, ce que je viens de dire a du sens, puisque Sodexo a été créé en 1966 par Pierre Bellon, à Marseille, et donc on a vraiment là une vraie réussite marseillaise. La deuxième raison par rapport à ce que disait Madame Bernasconi, c'est d'arriver à trouver le lien qu'il faut faire entre des demandeurs d'emploi et des emplois. Alors si je prends dans un premier temps les emplois, sur le segment sud-est, toutes divisions confondues, puisque vous avez parlé d'éducation, de santé et d'entreprise par exemple, nous avons 2700 salariés. Oui. D'accord. L'année dernière, nous avons recruté 650 personnes. Alors pas uniquement en CDI, on fait aussi des CDD, des contrats de remplacement. Donc on voit que Sodexo est une entreprise qui s'intègre dans le territoire, mais surtout une entreprise qui recrute. D'accord. Donc il y a un vrai besoin. Ok. Une entreprise de la taille de Sodexo, qui est cotée en bourse, qui a une notoriété internationale, elle n'a pas forcément besoin de s'intéresser à l'insertion. Vous avez certainement des CV qui vous arrivent de tout un tas de personnes. Et pourquoi vous faites cet effort qui va vous amener quand même aussi à prendre peut-être plus de temps avec ces personnes qui viennent donc de ces publics, on va dire, éloignés de l'emploi? C'est toujours un peu la phrase qu'on a, qui est un peu pudique, on va dire, pour des gens qui sont quand même en grosse difficulté et qui demandent des efforts importants d'accueil, de formation pour l'entreprise. Tout simplement, c'est ce que je viens d'expliquer là, c'est vraiment notre volonté de s'intégrer dans le développement du territoire. Donc une responsabilité sociale de l'entreprise par rapport à son territoire. Parce qu'effectivement, on a une responsabilité sociale. On fait aussi de l'intégration de personnes en difficulté à d'autres niveaux, puisqu'on travaille pour le secteur pénitentiaire où on va toujours chercher à les ramener vers l'emploi. On a un partenariat avec les Restos du Cœur, où là aussi on va chercher à ramener des bénévoles vers l'emploi. Là, il se trouve qu'avec le pli, c'est vraiment une démarche de fond qui fait, je dirais, l'ADN de Sodexo et la volonté de ramener des gens en difficulté vers l'emploi. D'accord. Paulo Rodriguez, vous allez nous dire que c'est aussi dans l'ADN d'Honnête de faire ce type d'opération? Tout à fait, je rejoins mon collègue et puis Sabine. Mais c'est vrai que, j'allais dire, avant même de parler d'être pragmatique, j'allais dire, sur le recrutement et sur le positionnement, il y a, vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment le facteur premier, c'est le potentiel humain avec un grand H, en termes de responsabilité sociale. Je pense que le groupe Honnête Service s'inscrit depuis des années dans cette démarche-là. Et j'allais dire, ce partenariat ne fait que accroître, j'allais dire, cet état d'esprit et cette volonté d'insertion et de mettre en avant les différents profils. Un mot sur Honnête Service, là aussi c'est des services très diversifiés, c'est pas uniquement, si je puis dire, du nettoyage qui est quand même la base de l'activité de l'entreprise. Tout à fait, donc Honnête Service, c'est un groupe comme Sodexo qui est né à Marseille. C'est un groupe en quelques chiffres pour que nos téléspectateurs comprennent. C'est un groupe qui génère, même si on n'est pas là pour en parler, 1,4 million de chiffre d'affaires, 58 000 collaborateurs sur le territoire français, c'est important de le dire, territoire français. Sur la région PACA, puisque nous avons
9 directions sur la région PACA qui nous intéressent aujourd'hui, c'est 5000 collaborateurs, c'est 21 établissements ou agences. Le mien qui s'inscrit dans cette démarche, c'est Euroméditerranée qui emploie près de 725 salariés. Donc voilà, c'est une entreprise qui vraiment s'inscrit dans la durée, et ce partenariat avec le PLI ne fait qu'accroître cet état d'esprit. Est-ce que ce que vous faites là dans ces relations avec le PLI, en signant des conventions, c'est aussi, là aussi en étant un peu provocateur, un acte pour vous de communication? Ça fait quand même du bien à l'image de l'entreprise d'afficher cet aspect responsabilité sociale et environnementale. Oui, indirectement, bien sûr. Bien sûr qu'il y a aussi une part de communication, mais je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, on reçoit énormément de CV dans nos structures, et aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en avant cette responsabilité sociale du groupe Honnête Service. On a bien compris que les compétences, c'était quelque chose d'important, mais que le savoir-être, ça l'était aussi. Est-ce que les personnes qui accueillent donc ces publics dans l'entreprise, on va dire, ces gens qui viennent en parcours d'insertion, est-ce qu'elles arrivent à les amener à une attitude qui est conforme à ce que demande aujourd'hui le monde de l'entreprise, c'est-à-dire du respect des horaires, c'est-à-dire de la fidélité par rapport aux clients, c'est-à-dire une certaine forme quand même de discipline. Tout ça, ce sont des gens de chez vous qui forment les autres à ce parcours-là. Je pense, comme le disait Sabine, on est vraiment il y a un énorme travail déjà qui est réalisé par le PLI dans le recrutement, et l'avantage, j'allais dire, de ce dispositif, c'est vraiment de participer tout au long, j'allais dire, de ce cheminement jusqu'à, on l'espère tous, jusqu'au recrutement final. C'est vraiment de s'intégrer dans cette démarche et d'apprendre, j'allais dire, tout simplement, les fondamentaux dans une entreprise, savoir se présenter, arriver à l'heure, être j'allais dire, rasé pour les hommes, avoir une tenue, j'allais dire, correcte. Et c'est réapprendre, j'allais dire, à ce public qui n'est pas démuni de sens, qu'on peut y arriver avec un peu de formation et avec un peu de coaching. Alors, Sabine Bernasconi, quand on voit des entreprises comme ça qui sont structurées, je suppose que vous avez des DRH, des équipes de DRH, y compris peut-être même dans vos directions. Comment des petites entreprises, parce qu'il y en a aussi, des entreprises de taille moyenne, des PME, voire même des TPE, et des associations bien sûr, qui ont signé aussi ces conventions avec vous. Alors comment est-ce qu'elles arrivent à dégager du temps pour s'occuper de ces personnes-là? C'est ce que je trouve toujours assez fantastique de pouvoir dire, ben voilà, j'accueille dans mon entreprise et je m'occupe de ces personnes. Je ne peux pas les mettre derrière une machine, derrière un écran, derrière un balai, et en leur disant vous vous débrouillez. D'abord parce que tout au long du parcours, il y a vraiment cette relation humaine où, même dans une entreprise à un salarié, on peut être disposé à accueillir quelqu'un et donner un peu de son temps. C'est une forme peu de compagnonnage avec donc cette possibilité d'expliquer son métier. C'est motivant, c'est enrichissant sur le plan humain. Mais aussi parce qu'au PLI, nous présentons, comme un programme d'aide au recrutement pour les entreprises, un peu avec une vocation économique. L'entreprise fait un pas vers le social, mais nous ne sommes pas juste un programme d'insertion, nous sommes aussi un outil de recrutement pour les entreprises. Et c'est, je crois, la spécificité du PLI. Et donc, pour ces petites entreprises, nous pouvons aussi les accompagner jusqu'à mettre en place un contrat de travail, à prendre en charge toutes les démarches administratives. Et donc, vous voyez, sur le plan humain, ils peuvent venir nous aider tout au long du parcours, mais si en plus à la fin ils veulent recruter, on peut les accompagner dans toutes les démarches. Et pour les entreprises plus structurées, je crois que c'est intéressant aussi, je ne sais pas si c'est à moi de le dire, mais tout cet accompagnement qui se poursuit après que la personne ait été recrutée. Pendant 6 mois, parce que pour sortir du dispositif du PLI, il faut avoir travaillé au moins 6 mois après avoir été recruté. Et bien pendant ces 6 mois, les accompagnateurs à l'emploi qui connaissent bien les demandeurs d'emploi avec qui ils travaillent, eh bien continuent à être en contact, restent souvent comme un soutien psychologique parfois, parce que quand on ne s'est pas réveillé depuis longtemps tous les jours à l'heure, quand on n'est plus dans
une démarche de quotidien, eh bien, il faut se remettre. Et ça, nous demandons à nos demandeurs d'emploi de parler avec les accompagnateurs et de ne jamais... Donc, il y a une notion de réseau. Oui, alors il y a une notion de réseau et c'est surtout qu'il y a une notion d'alléger l'entreprise. C'est pas à l'entreprise de supporter qu'une personne eh bien, ne soit pas un matin en capacité d'aller travailler. Nous gérons ça en amont quand l'entreprise, elle doit gérer des compétences, certes un facteur humain, mais il y a aussi une efficacité, il y a aussi une obligation de résultat quand on est un salarié et l'accompagnateur, il travaille aussi sur ces notions-là une fois que la personne est rentrée en emploi parce qu'il faut parfois se réadapter un peu psychologiquement à rentrer dans un cadre de contraintes. D'accord. Alors, c'est un gisement d'emploi qui est important parce que vos deux activités sont des activités qui sont des activités quand même de service à la personne, de service aux entreprises, qui sont peut-être pas des secteurs, comme on dit, en tension, mais pas loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des postes à proposer. Absolument, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a quand même un certain nombre d'emplois à proposer chaque année et qu'effectivement, pour revenir sur ce qui vient d'être dit, pour nous, ça représente un vivier très intéressant. Et je pense qu'il ne faut pas avoir honte de parler comme ça et de se dire que d'un côté, on a des professionnels. Moi, j'ai rencontré M. Barusso avant de signer cette convention pour qu'il m'explique vraiment comment le pli, Jean-Christophe Barusso, voilà pour qu'il m'explique vraiment comment se faisait cette démarche par le pli d'accompagnement. Et là, aujourd'hui, tout l'enjeu va être justement de faire coller ces emplois aux demandeurs. Et donc pour ça, il faut vraiment anticiper. Nous, on va passer par une direction emploi-mobilité qui est locale. Donc j'ai quelqu'un avec qui je vais travailler sur ce point précis. Et l'idée étant d'être en anticipation vraiment importante pour pouvoir identifier les postes dont nous avons besoin et les profils qui sont présents au pli. Et je suis persuadé que ça va arriver à des embauches. Peut-être que ça commencera par des CDD, mais très souvent, ces CDD se transforment ensuite en CDI. Paulo Rodriguez, je vous vexe si je dis que ce n'est pas tellement la technicité du métier qui va compter, mais la capacité de la personne à s'insérer dans une équipe, à justement rencontrer des clients, à avoir un comportement dans le monde du travail et que finalement, c'est plus du savoir-être que du savoir-faire et de la réadaptation à un milieu professionnel que vous faites? Alors Yves, vous me vexez parce que il est vrai que la propreté n'est pas forcément, j'allais dire, un métier. On a plusieurs marques au sein du groupe Honnête Service, la logistique, l'aéroport, la sécurité, même, la technologie. Donc il est vrai que la propreté n'est de temps à autre pas forcément vécu comme une activité noble, mais il est vrai qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a le paraître, il y a le savoir-être aussi, mais il y a aussi énormément de technicité derrière. C'est pas forcément parce qu'une activité technique ou pas qu'elle est noble. La question est pas là. La question est de dire est-ce que le plus dur c'est de les former à un métier ou bien au contraire à ces codes, on va dire, du monde du travail qui parfois font que des gens qui sont très éloignés d'emploi se disent je ne peux plus y revenir, c'est pas possible. Je pense que sur les différents profils qu'on peut être amené à prendre du pli, ce sont des gens qui sont motivés, qui sont des gens qui ont la volonté, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de se développer. Il leur suffit juste, j'allais dire, le petit ingrédient qui leur permet, j'allais dire, de revenir dans le monde du travail. Et donc la motivation, le savoir-être, je pense, ça va se faire très rapidement. Après, bien sûr, il y a, je le redis, la technicité et derrière toute la méthodologie dans nos cœurs de métier. Alors puisqu'on est dans une réunion un petit peu sans tabou, je voulais vous demander, Sabine Bernasconi, il y a d'autres soucis aujourd'hui que l'accueil des entreprises. Il y a le fait, on le dit, et c'est souvent le cas à Marseille, les chefs d'entreprise le disent aussi beaucoup, que parfois des personnes ne vont pas faire ce parcours de revenir vers l'entreprise parce qu'il y a un côté, le terme assistanat est peut-être pas bon, mais qui consiste à dire on a quand même un certain nombre d'avantages ou de facilités qu'on risque de perdre si on revient dans le milieu de l'entreprise. Il faut garder les enfants, c'est important notamment pour les femmes seules qui travaillent et on sait qu'il y a un gros problème par rapport à cette population-là, sans forcément beaucoup de qualifications. Il y a le problème du transport, il y a le problème d'avoir une voiture ou non. C'est aussi des choses sur lesquelles vous vous penchez dans le cadre des travaux du PLI? Oui, dans le parcours qui est engagé par le PLI avec le demandeur d'emploi, la question du transport en commun, du transport, pardon, elle est travaillée, soit par des transports
transports en commun, soit les personnes passent des permis, soit on décide que la meilleure possibilité pour eux, c'est le 2 roues. Donc la question du transport, bien sûr, pour se rendre sur son lieu de travail, elle est traitée, puisque, par exemple, il y a beaucoup de métiers, c'est le cas, je crois, dans le nettoyage, même dans la restauration et même collective peut-être, où on travaille en horaire décalé. Et bien souvent, donc il faut, avant même de pouvoir s'engager dans ce parcours pour trouver ce métier-là, être bien conscient des contraintes de ce que représentent des horaires décalés. Si c'est par exemple une personne qui ne veut pas conduire, qui a la phobie des transports en commun ou qui ne veut pas prendre un 2 roues, il ne faut pas qu'elle cherche ce métier-là. Il faut qu'elle se réoriente, sinon elle ne trouvera jamais. Et là, on rentre dans un cycle d'échecs dans lequel on peut se complaire, mais duquel on veut souvent sortir. Donc la motivation, c'est quand même aujourd'hui la clé de l'ensemble du dispositif. Vous pouvez accueillir les gens de la meilleure des façons, vous pouvez les accompagner de la meilleure des façons. S'ils ne sont pas motivés, ça ne marchera pas. Oui, mais s'ils ne sont pas motivés, ils sortent du pli. D'accord. Voilà, parce qu'il y a suffisamment de personnes qui sont motivées. Oui, et il y a suffisamment de personnes qui sont motivées, qui ont envie de trouver un emploi pour qu'on passe du temps avec ces personnes-là. En revanche, pour les autres, effectivement, la question des minima sociaux se pose, mais là, on rentre dans un cadre réglementaire. Et nous, au PLI, vous savez, nous sommes pragmatiques. Nous faisons avec le cadre réglementaire que nous avons. Et bien, malgré tout, nous avons des personnes qui ont très envie de retrouver un emploi. Parce que vous savez, c'est pas juste une question d'argent, de salaire ou de minima sociaux. C'est aussi une question de sociabilisation, de se sentir utile, de revenir dans la vie active et de se sentir vivre. Pour le coup. Et bien sûr, à la fin du mois, il faut gagner plus. Quand on travaille, il faut gagner plus que quand on ne travaille pas. Et tout cela, eh bien, ça veut dire aussi avoir espoir d'accepter n'importe quel type de contrat, même des CDD, même parfois des CDD subis au départ, mais parce que tout ça permet de remettre le pied à l'étrier et puis ensuite, par sa motivation, par son travail, savoir que ce parcours encore, il est possible et qu'il est force de réussite. Et Éric Gardet, une opération d'insertion réussie, on va dire ça comme ça, c'est pour vous évidemment une satisfaction encore plus grande que quand un salarié venu par un système autre que l'insertion réussit à s'intégrer dans votre entreprise. Je suppose il y a des beaux parcours d'insertion que vous pouvez mettre en avant, ça devient des exemples après. Absolument. Absolument, ça devient des exemples. Et si vous voulez, moi je trouve que l'exemple principal, c'est l'envie de réussir. Entre deux personnes, une qualifiée qui n'aurait pas envie et une non qualifiée qui a vraiment la niaque, ben je sais qui je choisirais. Parce que derrière, une fois que vous avez cette envie de réussir, quelque part, tout s'apprend, tout peut se faire. Nous, on a des parcours d'intégration derrière, de professionnalisation. Moi, j'ai des personnes qui sont rentrées en tant que plongeurs et qui ont passé des CQP pour CQP, devenir. vous rappelez ce que c'est? Excusez-moi, certificat de qualification professionnelle, qui aujourd'hui sont cuisiniers, voire chefs de cuisine. Et ça, c'est une grande fierté. Et je dirais, pour répondre de façon encore plus précise à la question que vous posez tout à l'heure, je parlais d'ADN de Sodexo, mais c'est notre fierté d'employeur, que de dire, voilà, on a réussi à amener des gens à faire mieux, à faire plus, aussi parce qu'ils en avaient envie. Et Paulo Rodriguez, quand on parle aujourd'hui de la responsabilité sociétale et environnementale, on est d'accord, c'est un peu comme dans le développement durable. Ce qui compte, même si parfois ça paraît un gros mot, c'est la performance économique. C'est-à-dire, ces gens-là doivent travailler aussi bien que les autres. Il n'y a pas de raison que quelqu'un qui vienne de l'insertion et qui soit formé après chez vous, soit quelqu'un qui ait moins de productivité que quelqu'un d'autre. Il y a quand même une exigence économique chez vous. Bien sûr, comme je pense dans toutes les entreprises qui ont signé cette convention-là, on est sur une démarche, j'allais dire sociétale, mais avant tout, et la finalité, c'est vraiment de recruter un partenaire, un salarié compétent, et on est vraiment dans une démarche de gagnant-gagnant au final. Alors Sabine Bernasconi, vous leur mettez la pression, c'est-à-dire que quand on est quand même, comme vous l'êtes, un élu avec des possibilités quand même de déclencher la commande publique, vous leur dites il faut que vous fassiez de l'insertion parce que sinon il n'y aura pas de contrat des collectivités pour vous? On ne leur dit pas totalement comme ça, même si on le pense très fort, mais la réalité c'est que c'est gagnant-gagnant.
c'est qu'on entend souvent des chefs d'entreprise se plaindre qu'ils n'arrivent pas à recruter des personnes qui soient formées, motivées et qui répondent à leurs attentes. Nous travaillons avec des demandeurs d'emploi qui ne rêvent que de trouver un emploi et à un moment, il faut absolument que nos rêves se rejoignent. Et c'est pour ça qu'au PLI, nous imposons cette exigence de proposer aux entreprises à la fin du parcours des personnes qui sont dans le bon format, c'est-à-dire qui vont présenter le bon profil. Tout le reste, et les entreprises nous aident, c'est pour ça qu'à la fin, les personnes qui sont présentées, en général, elles correspondent totalement, enfin, bien aux attentes des entreprises parce qu'elles ont été tout au long de leur parcours en lien avec les entreprises. Et plus que ça, nous signons des conventions avec des entreprises sans arrêt. Le PLI a pour mission, et ça j'y tiens beaucoup, à aller se rapprocher du monde de l'entreprise et donc bien sûr à un moment il faut que ça soit formalisé parce que nous créons des réseaux pour ceux qui n'en ont pas, parce qu'il y a aussi cette notion dans la recherche d'emploi où parfois on ne sait pas à qui aller s'adresser, le monde de l'entreprise paraît loin, on ne connaît pas les grands noms de l'entreprise quand on est en difficulté, on ne sait pas quelles sont les filières qui fonctionnent bien, on ne sait pas par exemple qu'à Marseille, il y a aujourd'hui un essor considérable sur le tourisme, notamment les nouvelles technologies, le secteur bancaire, donc tous ces secteurs locomotives qui permettent de créer des postes de premier niveau de qualification. Eh bien, nous allons les chercher. Voilà, nous créons des réseaux pour ceux qui n'en ont pas. Parfait. Bah, écoutez, ce sera la conclusion de cette émission. Merci messieurs, merci madame d'avoir été avec nous. Puis on suivra bien sûr tous les efforts du PLI, des labels, on aurait pu en parler aussi, enfin, de tout ce qui accompagne cette démarche pour l'insertion et pour l'emploi. Merci. Pour revoir ce programme, lcm.fr.